Monsieur Ousmane Diouf, à ma droite. Donc vous êtes enseignant à l'université de Clermont, vous êtes membre éminent de la Banque mondiale, et aussi enseignant à l'université Paris-Descartes. Et vous êtes notamment également spécialiste de programmes dans le domaine du développement à l'UNESCO. Donc j'espère que vous vous rendez compte de la chance qu'on a ce soir. Et justement, vos fonctions sont principalement d'apporter une assistance technique au pays, donc de mener des recherches dans le domaine du financement de l'éducation et d'élaborer des outils de planification pour la gestion de l'éducation. Et donc justement, avant de rejoindre une institution onusienne, vous avez travaillé pour l'Organisation mondiale du commerce à Genève comme assistant économiste statisticien. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme les formats précédents, nos intervenants vont vous livrer une intervention de qualité, et puis à la suite de ça, vous poserez les questions que vous jugerez utiles, afin de clôturer dans les meilleures conditions ce colloque. Voilà. Merci beaucoup, et merci au cher présentateur qui vient de passer. Donc c'est un honneur pour moi d'être ici, et une grande chance de rencontrer cette jeunesse très diversifiée, presque je pense du monde entier. Donc je viens du Sénégal d'origine, je suis né là-bas, j'ai fait mes fondements éducatifs, je les ai acquis là-bas, j'ai intégré le système des grandes écoles françaises. Et puis ensuite, je travaille pour des organisations internationales. Aujourd'hui, je travaille plus pour l'UNESCO, l'Institut international pour la planification de l'éducation. Et avec presque les gouvernements d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'Europe, dans le cadre de la planification stratégique de leur politique. Et donc, je vais parler aujourd'hui à mon nom personnel. Je ne représente pas UNESCO ou quelque organisation que ce soit. Je ne vais pas être diplomatique, je vais parler un langage très simple et très, on va dire, critique à la limite, mais qui va essayer d'être très objectif, sur la base de ce qu'on voit dans les pays, et sur la base de mon travail. Donc ça... Voilà, donc en réalité, ici, je vais essayer de ne pas reprendre les choses qui sont déjà présentées, mais je vais parler plus des défis des systèmes éducatifs d'Afrique, c'est le thème, et les perspectives, sous trois angles: l'angle démographique, l'angle politique et économique. Parce qu'aujourd'hui, les défis sont principalement liés aux facteurs démographiques en Afrique, facteurs politiques dans le cadre du développement des stratégies de politique éducative dans la plupart de vos pays, et surtout le facteur économique, financement, qui est pour moi le plus important. Certains seront en désaccord, mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc le facteur démographique est à la fois un problème et une solution. Donc plus de 50% de la population est très jeune, la demande est très forte. Ce n'est pas un problème, il fallait juste commencer, je pense, à donner accès à tout le monde. Maintenant, la plupart de ces pays ont attendu des initiatives venant des organisations internationales comme l'éducation pour tous, et aujourd'hui notre agenda, l'ODD, les objectifs de développement durable, pour donner une éducation pour tous. C'est une éducation de masse, très massive, que les Anglais appellent plutôt schooling or being educated. C'est prendre son sac, aller à l'école tous les matins, mais à la fin d'un cycle, on n'apprend pas grand-chose à la fin. Et beaucoup, quand vous regardez, nos grands-parents étaient beaucoup plus forts que nous, nos grands-parents étaient beaucoup plus forts que nos pères beaucoup plus forts que nous plus forts que nos frères, et certainement vous serez beaucoup plus forts que vos jeunes frères si le système persiste. Avant, l'élite, c'était les écoles publiques. Avec l'éducation de masse, les classes sont très fréquentées, beaucoup d'élèves, pas assez de moyens, et ceux qui sont riches quittent les écoles et vont dans les écoles privées, qui étaient avant l'école pour les nuls. La plupart de nous, ceux qui étaient dans les écoles privées, c'est ce qui était viré des écoles publiques. Aujourd'hui, la tendance est inversée. Depuis 2000, vous allez voir la croissance du nombre d'écoles privées ont presque dépassé tout ce que les gens pouvaient imaginer, parce que les riches sont partis là-bas. Et après, l'école publique a été laissée avec ceux qui n'avaient pas les moyens, avec des enseignants qui ne sont pas formés, qui sont très mal payés, qui revendiquent partout. Si vous venez consulter vos pays, aujourd'hui, depuis presque 2000, après les ajustements structurels, les élèves en Afrique n'ont jamais fait une année scolaire complète. La plupart d'entre eux ne font même pas les 2 tiers
de l'année scolaire. Je suis sûr que certains d'entre vous sont concernés par ces problèmes-là. Si vous êtes arrivé en France par les préinscriptions, vous allez voir que c'est par chance, vous n'avez pas complété une partie de vos programmes ou vous l'aviez fait dans les écoles privées. Donc c'est constitué un problème qui est lié à l'accès qu'on a donné aux enfants. Les taux d'accès aujourd'hui avoisinent les 100%, mais ce sont des taux bruts d'accès où on considère ceux qui ont l'âge officiel d'aller à l'école quand ils avaient l'âge, comme 6 ans pour aller au primaire, mais il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées en retard, qui à l'époque où ils devaient arriver à l'école n'étaient pas là-bas. Donc quand vous regardez la population scolarisée, ceux qui sont concernés par l'âge officiel d'aller à l'école pour la première fois, la majeure partie sont âgés, ils ont plus que 6 ans. Et donc ça prouve que le système éducatif a les capacités d'accueillir, mais les élèves n'y vont pas à temps. Maintenant, ça sont des initiatives que les organisations internationales portent pour ces pays. Ce qui fait que tant que la croissance démographique est ce qu'elle est, il va falloir réagir pour arrêter le problème, pour trouver la solution au problème. Maintenant, le deuxième défi, c'est le défi politique que vous avez. Quand vous regardez dans la plupart de vos pays, vous avez des documents de politique gouvernementale qui sont en général des documents très sophistiqués où on vous écrit sur papier tout ce qu'il y a de plus sophistiqué comme politique dans le monde pour régler les problèmes qui sont liés à l'accès à l'éducation, les problèmes qui sont liés à la participation. C'est-à-dire qu'il faut donner l'accès aux enfants et les retenir avec des taux de promotion, ou en tout cas des acquis scolaires. Dans beaucoup de pays, ils sont même allés au-delà de ça avec des systèmes de promotion automatique où on ne fait même plus d'examen. C'est-à-dire que vous passez tant que vous venez à l'école pour un nombre de temps qui est donné. Et vous faites vos examens à la fin du cycle où presque la majorité redoublent ou sont virés parce qu'ils n'ont pas acquis les connaissances qui étaient nécessaires pour passer. Il y a aussi les politiques qui sont liées à l'équité, à la qualité, aux questions de genre, aux questions de transparence, de gouvernance, et aussi tout ce qui est lié à la recherche et à l'innovation qui va en cours. C'est des documents très sophistiqués. Vous tapez sur Internet pour n'importe quel pays, vous recherchez, vous allez trouver des documents stratégiques qui sont en général très bien faits. Vous faites vos recherches plus loin, vous allez voir que la plupart de ces documents ne sont pas développés par les spécialistes des gouvernements. Ils sont faits à travers l'assistance technique. Souvent, c'est des idées importées, faites de Paris, de Washington, de Genève, de New York, des grandes capitales des pays qui sont à la base de l'assistance ou de l'aide extérieure de ces pays. Ce qui pose un vrai problème. Parce que les solutions, les problèmes que vous avez, c'est un contexte particulier. Et personne ne peut être plus expert que les nationaux qui sont là-bas dans leur propre pays. Personne ne viendra de Paris ou de Washington ou de Genève pour régler les problèmes que vous avez là-bas. Vous avez des personnes très brillantes, vous venez tous de systèmes très sélectifs où naturellement vous êtes bon ou on vous perd dans la chaîne depuis le départ. Donc tout ce qui arrive à un certain point du système sont très forts et font partie presque de la crème mondiale. Après, ce qui fait la différence, c'est l'exposition. Vous rentrez dans un gouvernement ou dans même le secteur privé, dans une banque ou dans n'importe quel domaine de travail, ce qui se fait là-bas, c'est de l'ordre de ce qui se faisait il y a un siècle. Vous venez ici, dans n'importe quelle banque ou gouvernement, vous êtes exposé à des outils très avancés qui sont la mode, technologie, et là, vous créez une différence entre les professionnels et ceux qu'ils étaient avant dans le système éducatif. Et l'autre chose, c'est quand vous regardez les politiques qui sont liées, par exemple, à la formation des enseignants, vous avez dit que surtout les organisations internationales et certains pays qui amènent de l'aide extérieure dans la plupart de vos pays. Et vous avez dit que voilà, vous avez des problèmes, tant que la croissance démographique est là, vous allez avoir des problèmes pour financer les salaires, tout ce que vous voulez. Prenez plus des fonctionnaires, ils coûtent très cher, allez dans les universités, les jeunes gens que vous avez sont très forts en maths, en sciences, en littérature, prenez-les, vous les mettez dans les écoles, payez $100, $50 de salaire, et vous allez voir. Et en passant, certaines organisations internationales financières ont mis des veto ou des contraintes à la plupart des pays qui sont endettés aujourd'hui. Et qu'est-ce que vos gouvernements ont fait? Ils ont adopté ces politiques, ils ont déprofessionnalisé le métier. Finalement, on devient enseignant sans même avoir été formé dans une école normale comme ça l'était avant, où vous avez un master, on vous envoie dans un village
vous donne un salaire de $100, c'est l'équivalent pour ceux qui sont dans la zone ouest africaine, à peu près 60, si on peut le dire comme ça, 1000 là-bas, 65 000 là-bas, qui n'assurent pas un minimum de survie dans la société là-bas, pour ce qui vivent. Et on est en 2018, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun métier au monde que vous pourrez faire si vous ne pouvez pas nourrir vos enfants, si vous ne pouvez pas payer vos factures, vous soigner, vous réglez vos problèmes. Donc aujourd'hui, on voit que les enseignants ne sont pas dans les classes, sont très mal formés. Ils ne sont pas dans les classes parce que la plupart d'entre eux sont à la recherche de secondes sources de revenus parce que ce qu'on leur paye n'est pas suffisant. Et tout le monde se plaint ou essaie de trouver une solution à un problème qu'ils ont créé, c'est l'absentéisme des enseignants qui sont payés et ne sont pas dans les salles de classe, qui est à la base lié à des politiques ou des concepts qui sont importés. Et ces mêmes enseignants, à la fin, ils se sont rendus compte que leur statut, quand ils ont rejoint le corps, était différent des statuts des fonctionnaires qui étaient là-bas avec des salaires plus ou moins corrects, une contribution sociale, des pensions pour la retraite, cotisation pour la retraite. Et ils se sont organisés, ils se sont donné le droit d'aller en grève, ce qui, sur leur papier contractuel, ils n'avaient pas le droit de le faire. Quand ils sont devenus presque plus de 50% de la force de travail, ils se sont syndiqués, ils se sont donné le droit de grève et prennent aujourd'hui en otage presque tous les systèmes éducatifs d'Afrique. Vous allez le voir, regardez sur Internet, renseignez-vous dans vos pays. Beaucoup d'enfants veulent aller à l'école aujourd'hui, mais n'y vont pas parce que les enseignants ne veulent pas aller enseigner. Et quand vous leur demandez c'est quoi le problème, ils vous disent qu'il y a des arriérés, les gouvernements n'ont pas payé les salaires, ils ne sont pas formés, des revendications qui sont légitimes. Mais à la fin, ces grèves ne sont pas les solutions. Parce que pendant que ces enfants de ces pays d'Afrique sont dans la rue, n'arrivent pas à faire 9 mois d'année scolaire comme prévu, l'enfant coréen, chinois, français, européen va à l'école, fait 9 mois, et à la fin, vous êtes jugés sur les mêmes bases. Vous tous, ici, vous avez été sélectionnés sur des critères qui ne tiennent pas compte de combien d'années, combien de mois vous avez passé dans un système éducatif. On suppose que vous l'avez fait. De fait, il y a une discrimination qui se fait. Et quand vous continuez plus loin dans le marché du travail, ce qui va se passer, un ingénieur là-bas qui est supposé être formé en 5 ans aura passé presque 3 ans et demi dans le système et il sort pour aller exercer son métier. Le docteur pareil. Et ça va jusqu'à l'impact qu'il y a dans la vie quotidienne de vos pays. Vous regardez certainement dans la salle, beaucoup ont eu un proche qui était mort à l'hôpital parce que le docteur ou le médecin a fait une erreur. Les bâtiments qui s'effondrent dans la plupart, qui sont faits par des ingénieurs civils formés dans vos écoles, il y en a plein. Donc tous les problèmes qui sont liés après, qui résultent des conséquences que l'on vit à travers ces crises, viennent aussi de là, de ces problèmes politiques, qui sont développés par vos États, qui sont des stratégies. Et enfin, il y a le troisième défi, qui est économique, lié au financement de l'éducation. Donc quand vous regardez dans la plupart des pays développés, l'éducation est financée par les États. Il n'y a pas d'aide extérieure. Quand on dit l'éducation financée par les États, c'est à travers un système de taxation, un système fiscal. Tous ceux qui sont dans le pays, qui travaillent ou qui exercent une activité économique, payent des taxes. Et ces taxes sont collectées pour financer les politiques des États et rembourser leurs dettes. Il n'y a pas d'aide extérieure pour eux ici. Mais en fait, il y a de l'aide extérieure. Parce que quand vous regardez, la plupart de ces pays n'ont pas des budgets excédentaires, ils sont déficitaires. Et leur déficit est financé par certainement l'argent de vos proches, sauf qu'il passe à travers un système de marché financier international où vous cliquez sur un bouton, vous achetez de la dette internationale qui vient d'un Malien, d'un Chinois, d'un Anglais, on ne sait pas qui. Mais comme vous avez une bonne signature, ça vous permet, s'il vous manque 4 milliards de dollars, de les récupérer en une seconde contre des bons que vous exercez pour payer les intérêts. Mais vos pays n'ont pas ces possibilités parce qu'ils ont de mauvaises signatures liées à la faiblesse de leurs institutions, aux crises souvent qui s'y passent, que personne ne veut leur prêter de l'argent. Le risque de défaut est très élevé. Qu'est-ce qu'il leur reste? C'est la Banque mondiale et FMI. Ou parfois on vous donne des prêts concessionnaires, c'est-à-dire des prêts sur 50 ans, presque un siècle si vous voulez, avec des taux d'intérêt qui sont très faibles,
En gros, vous allez payer toute votre vie, vous endettez des générations qui vont venir, et l'argent n'est pas suffisant pour de toute manière financer vos besoins. Et cela aussi vient avec des conditions, parce que la plupart de ceux qui vous donnent de l'argent sont très influents dans ce qui se passe dans vos pays, que ce soit dans le système éducatif et aussi dans d'autres secteurs. Et quand vous retournez dans vos pays pour voir maintenant comment les systèmes éducatifs sont financés, beaucoup vous disent non, ils n'ont pas les moyens. Mais ils ont les moyens en réalité. Parce qu'aujourd'hui, la croissance mondiale est portée presque, en tout cas en grande partie, par l'Afrique, certains pays d'Asie. La population est jeune, les ressources naturelles y sont, c'est un marché énorme. Et si vous regardez un peu dans vos pays, toutes les sociétés qui y opèrent, qui sont des sociétés productives dynamiques, ce sont des sociétés d'ici. Prenez la téléphonie Orange, vous le voyez partout. Il a plus de clients en Égypte qu'ici. Vous allez au Sénégal, il fait l'équivalent de 25% du produit intérieur brut du pays en chiffre d'affaires. Ça existe nulle part. Dans n'importe quel pays du monde, vous allez voir aucune société qui fera ses parts de marché. Et ce n'est pas illégal. C'est normal. C'est la mondialisation, on dit libre circulation des biens et services et des capitaux. Sauf qu'il y a des conditions. Il faut être éduqué, il faut avoir du savoir, il faut avoir la technologie, il faut avoir les capitaux. Donc aujourd'hui, la plupart de vos pays, même s'ils ont signé ces conventions, ils ne les ont pas. Donc le marché va dans un sens. La plupart de vos jeunes frères, sœurs, qu'est-ce qu'ils vont être obligés de faire? On leur refuse leur visa, ils ne peuvent pas partir, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Alors que dans l'autre sens, ça part, parce que les conditions sont là. Ils demandent leur visa, ils ont les capitaux, ils ont la connaissance, la technologie, et le marché est là-bas. Vous regardez Orange, ils n'installent pas un seul câble dans ces pays pour lier, même dans les villages, ils ont Internet. C'est des puces qu'on achète maintenant comme des cacahuètes. Ici, ils ont perdu leur part de marché parce que l'État régule, il y a free, la compétition, et tout ce que l'État cherche ici, c'est la qualité des services pour les consommateurs. Ce n'est pas son problème si vous faites des profits ou pas. Et dans la plupart de vos pays, ce n'est pas ce qui se passe. Maintenant, pour revenir au problème de l'éducation, c'est lié à deux choses. C'est-à-dire que quand ces pays opèrent et font des milliards dans la plupart de vos pays, tout ce qu'ils y investissent, ce n'est même pas des investissements, c'est des bons salaires qu'ils payent à un très petit nombre, c'est-à-dire les salariés qu'ils ont. Et tout le reste est rapatrié dans leur pays. Souvent, ils sont exonérés d'impôts. Et vous allez voir, dans la plupart de vos pays, vous avez accès à ces lois de finances. Faites vos recherches pour les pays qui affichent leurs exonérations d'impôts. Vous comparez ce qui est exonéré en impôts et leur budget d'éducation. Dans certains pays, ils sont presque à 70% de leur budget en équivalent qui est exonéré en impôts. Est-ce que vous pensez que c'est logique d'être dans des pays où vous tendez la main, parce que l'aide extérieure finance la plupart de vos politiques, et en contrepartie, les impôts, les taxes que vous collectez, vous les exonérez pour presque l'équivalent de 70% de votre budget d'éducation. C'est qu'en gros, pour la plupart de ces pays, s'ils décident demain, juste par décret ministériel, il n'y a pas besoin que ça aille plus loin, on change, il n'y a plus d'exonération d'impôts, la plupart de ces pays auront presque l'équivalent de 50 à 70% d'augmentation de leur budget d'éducation. Et au même moment, ils ne peuvent même pas payer pour certains les bourses de leurs étudiants, qui ne sont même pas de l'équivalent de 1/10 de ce qu'ils ont. Donc là, il y a un problème. Ce qui fait que ces problèmes liés au financement de l'éducation dans la plupart de ces pays sont liés à des politiques fiscales qui n'ont pas de sens. Et ça, c'est quand on prend l'État et les individus, c'est tout le monde. Hein. C'est-à-dire que même les individus qui sont là-bas ne comprennent pas payer ces impôts, qu'est-ce que ça veut dire. Et ce sont ces mêmes personnes qui vont après râler pour contester la qualité des services publics. Ils n'ont pas encore compris que pour que l'État puisse faire quelque chose, il faut des revenus. Après, ils vont dire que les politiciens sont tous des voleurs. Mais ça, c'est un autre débat que les gens peuvent régler en attendant qu'ils paient leurs impôts. Il y a les entreprises aussi. Ces entreprises qui sont là-bas doivent contribuer. Ils ne paient pas leurs impôts. Certaines ont les technologies qu'il faut pour échapper au contrôle fiscal, parce que la plupart de vos pays n'ont pas les moyens, parfois même intellectuels, d'exercer
un redressement sur certains produits assez sophistiqués, comme les banques ou comme certaines compagnies de téléphonie qu'on taxe sur les appels. Ils arrivent à truquer leur technologie pour échapper au nombre d'appels qui rentrent dans ces pays, par exemple, plus les exonérations qu'ils ont. Et quand vous regardez aussi la contribution des parents et privés, dans la plupart de vos pays, on vous dit que l'éducation est gratuite, mais elle ne l'est pas. Les parents contribuent, payent des frais d'inscription. Prenez les effectifs scolaires que vous avez, vous les multipliez dans n'importe quel pays par la contribution moyenne des parents en frais d'inscription, vous allez voir que c'est des milliards qui se dissipent dans les institutions d'éducation. Parce que ces frais d'inscription, et je ne parle pas des écoles privées, je parle des écoles publiques. Et la plupart de ces frais d'inscription sont gérés par les chefs d'établissement sur beaucoup d'aspects qui n'ont rien à voir avec l'éducation. Et ces mêmes chefs d'établissement, ils vont demander à leurs États ou à leur ministère des transferts pour les frais de fonctionnement des écoles. Donc ça aussi, ça pose un problème. Et en plus de cela, il y a les frais ou les revenus qui sont générés par les institutions d'éducation. Prenez la plupart des universités que vous connaissez de vos pays d'origine, il y a beaucoup de formations qui sont créées par des professeurs ou des enseignants qui sont là-bas. Des formations qui finalement même sont préférées aux formations ou en tout cas au contenu de l'université pour lesquelles les universités ont été créées. Parce que beaucoup d'étudiants vont voir qu'il y a la grève, ça ne marche pas, le master de tel professeur renommé très bien marche, c'est des cours du soir, à l'issue duquel c'est sanctionné par un diplôme qui est reconnu, et ils collectent comme ça beaucoup de ressources en utilisant les locaux des universités, les infrastructures qui sont publiques, sauf que les ressources qui sont collectées sont affectées sur des comptes privés et redistribuées à des enseignants presque qui sont à l'origine de ces masters. Donc cette source de financement, quand on les récupère tous, pose problème. Maintenant, quand vous regardez les défis ici démographiques, politiques et économiques qu'il y a, vous pouvez penser à quelques perspectives de solutions qui sont très simples et très pragmatiques. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être un ingénieur pour comprendre que quand vous voulez régler le problème de la crise de l'éducation en Afrique, ça commencera avant tout par avoir des ressources humaines dans les salles de classe. Vous consultez vos grands-parents, vos parents, il n'y en a pas un seul qui n'a pas été marqué par un enseignant dans une salle de classe. Les nouvelles technologies sont très bien. Il faut les utiliser pour être plus efficients, pour comprendre ce qui se passe. Ils ne pourront jamais remplacer un enseignant dans une salle de classe. C'est comme les robots aujourd'hui qui existent dans notre société. Les ingénieurs que vous prenez en statistique, une partie de leur programme n'a plus de sens parce que les robots, les machines savent le faire. Surveille Monkey de faire toute l'analyse descriptive qu'un ingénieur en travaux statistiques faisait ou apprenait à l'école. Mais ces robots ne pourront jamais remplacer le génie humain. Et je pense que c'est là où il faut bouger pour aller sur ce génie humain et comprendre que la place de l'homme est centrale. Si vous n'avez pas des ressources humaines qui sont bien formées, qui sont payées décemment pour pouvoir nourrir leur famille, payer leurs factures et être dans les salles de classe, jamais la crise du système éducatif en Afrique sera résolue. Et les enfants que vous aurez n'auront jamais passé le temps nécessaire qu'il faut passer dans une classe pour aller à un examen qui est donné. Et ça suit tout le monde. Parce que ceux qui sont dans ces écoles, c'est ceux qui sont des ingénieurs, des docteurs, des magistrats, des avocats. Vous les prenez tous. Il n'y en a pas un seul qui a fait le cycle complet, le nombre d'années qui a été attribué au curriculum. Et ça va jusqu'à la qualité des services de vos vies. Dans les hôpitaux, les immeubles que vous construisez pour y vivre, vous l'entendez, les effondrements, même les avions. Quand vous regardez la plupart des compagnies en Afrique, domestiques, le taux d'accident qu'ils ont, contre le taux d'accident des avions dans le monde entier, il n'est même pas comparable. Et donc, le problème démographique aussi, pour moi, n'est pas un problème, même si on voit qu'il est là. Pour moi, c'est une force qu'il faut exploiter. C'est une jeunesse qui est très dynamique, très ingénieuse. Il faut les préparer à temps et faire en sorte que les États n'aient pas un retard. Et pour cela, il faut aller vers des systèmes de taxation fiscale très efficaces, très efficients. Il
faut que tout le monde paie ses impôts dans la plupart de ces pays. Il faut arrêter les exonérations d'impôts. Et les entreprises étrangères qui exploitent les ressources naturelles dans vos pays ou les services doivent aussi contribuer. Je ne parle pas des impôts qu'ils doivent payer. Parce que quand ils vont là-bas, ils utilisent des ressources humaines. Tout à l'heure, on l'avait dit, il n'y a plus les frontières, c'est la concurrence. Ils vont là-bas, les ressources humaines, ils prennent des jeunes gens comme vous qui ont fait leurs études dans d'autres pays, mais où une partie de leurs études a été financée par ces pays où ils ont. Donc je pense que toutes ces entreprises qui font des profits, qui se portent très bien, doivent contribuer au développement du système éducatif de l'Afrique. Donc voilà. Ils ne retournent pas parce que personne ne pourra les retourner. Et quand les gens partent, c'est pour des questions d'opportunité. C'est certainement son cas, mon cas, et ce sera aussi vos cas. Vous avez terminé vos études, vous êtes très bien formés, toutes les compétences qu'il faut. Vous avez le choix entre deux mondes. Un monde qui ne vous offre pas les opportunités de rester bon dans le reste de votre vie, et un autre monde qui vous offre l'opportunité de rester bon. Et en plus de gagner plus pour pouvoir aider vos proches qui vous attendent là-bas. C'est logique, c'est l'être humain qui est comme ça. Et pour le régler, il faut créer des opportunités de l'autre sens. Parce qu'aujourd'hui, le meilleur endroit pour vivre dans le monde, c'est l'Afrique. Je ne le dis pas parce que je suis africain, sinon je ne serais pas là. Mais je vous dis, c'est la réalité. Demandez-le aux investisseurs, à ceux qui ont l'argent. Sauf que c'est déséquilibré. Quand vous êtes là-bas, ceux qui ont les capitaux, qu'ils soient des Africains ou des étrangers, ils ont des vies qui n'existent nulle part dans le monde. C'est-à-dire que même aller faire du business, vous êtes à des niveaux de rendement qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde que là-bas. Donc, pour cela, je pense qu'il faut créer des opportunités là-bas. Maintenant, pour l'impact de ces difficultés des systèmes scolaires sur votre avenir, pour venir en Europe, elle est simple. Et pour être très pratique, je pense que vous l'avez tous vécu. Avant, c'était simple. Les gens étaient brillants, tout se passait très bien. On vous demande de vous relever de notes. Vous pouviez les envoyer à temps. On sélectionnait les meilleurs, sans problème. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Tous les étudiants qui veulent venir ici, déjà il y a un filtre qu'on appelle Campus France pour ceux qui veulent venir ici, qui n'est pas normal, il faut le dire, même si c'est pour organiser. Il y a une chose, ici il n'y a plus de place de toute façon pour les étudiants. Il y a des problèmes déjà pour ceux qui sont là. Déjà pour demander une orientation sur une branche que vous voulez faire, c'était tirage au sort, maintenant ils ont changé et puis probablement il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Maintenant ce filtre de Campus France, c'est la responsabilité de vos gouvernements. C'était payant jusqu'à l'année dernière, je pense l'équivalent de 50 000, c'était 75 €. Maintenant, c'est 75 000 là-bas. C'est plus que le SMIC, le salaire moyen dans la plupart de vos pays. Et vous êtes des milliers et des milliers d'étudiants à vous inscrire, à donner de l'argent sans être assuré d'avoir même une réponse. Et quand vous regardez le montant total d'argent que vous mettez sur ces sites qui reviennent à la plupart de ces pays-là, ce n'est pas normal. Maintenant, même si vous êtes sélectionné, vous ne pouvez même pas donner les livrets qu'on vous demande, les relevés de notes qu'on vous demande à temps. Parce que la plupart de vos universités, liées à ces difficultés, les années scolaires, on ne les comprend même plus. Il y a l'année scolaire l'année dernière qui coule dans l'année qui est venue. Le campus social et le campus académique ont des problèmes. On ne sait plus qu'il y a une carte étudiante de l'année dernière, cette année, les bourses. Du coup, il faut tout arrêter, faire une année blanche, remettre tous les compteurs à zéro. Donc ça, je pense que ce sont les vrais problèmes auxquels vous êtes tous confrontés. Tous ceux qui sont là sont par chance, je pense, viennent de systèmes parallèles, la majorité ou privés, qui sont les meilleurs de fait, de toute façon, parce que le filtre, il est fait. Ceux qui vous prennent ici, ils ont des milliers de dossiers, ils choisissent les meilleurs. Et ils ont raison de le faire. Donc je pense que le problème, il est là. Pour le régler, c'est très simple. La solution, elle est à la base là-bas. Il faut faire des années scolaires normales. 9 mois, c'est 9 mois, ça commence en octobre, ça finit en juin. Vous ne pouvez pas commencer une année scolaire en avril pour finir avril ou juin de l'année scolaire qui suit. Donc déjà, ça, c'est un problème. Maintenant, c'est la responsabilité de vos gouvernements et pas que des gouvernements, des parents et vous, étudiants. Certainement, dans la salle, il y a eu des dirigeants de grève dans la plupart des pays ou d'amicales qui sont là. Ils sont aussi responsables de ces problèmes-là. Donc, ne jetez pas tous sur les gouvernements, ils ont des responsabilités. Les enseignants ont des responsabilités. Les parents que vous laissez chez vous ont des responsabilités parce que quand vous quittez vos maisons, vous allez semer le bordel dans la rue ou dans l'école, c'est qu'il y a un problème à la maison. Voilà. Et après, à vous, on vous donne des opportunités
vous les saisissez, si vous ne vous les appropriez pas, peu importe les montants d'investissement qu'ils auront, les classes d'éducation que vous aurez, ça n'aura pas de différence. Maintenant, pour les problèmes liés aussi au décrochage scolaire et la cause, je pense, il faut voir qu'aujourd'hui, c'est très facile d'accéder à l'école dans la plupart de ces pays. Sauf si vous n'avez pas quelques problèmes récurrents dans le milieu rural liés au certificat de naissance, ou je ne sais pas comment on l'appelle, ça existe encore. Sinon, vous pouvez aller à l'école. Il n'y a aucun problème. Ce qu'on se demande, c'est qu'est-ce que vous y apprenez. Pour passer aussi, il n'y a pas de problème. L'école est obligatoire maintenant, est un droit pour tout le monde. Donc à la limite, on ne peut même plus exclure les enfants qui redoublent 2 fois, ce qui était le cas avant. Quand vous allez plus loin, le décrochage va être lié à ce qu'on appelle des coûts d'opportunité qui sont très élevés dans la plupart de vos pays. Vous allez en ville, l'étudiant qui va jusqu'à l'université, il voit que déjà aller à l'université comparé à aller faire un petit business ou aller faire un petit boulot rapporte beaucoup mieux qu'aller à l'université. C'est dur, il paye, aucun espoir, il décroche. Vous allez dans les milieux ruraux, ce qui se passe, les parents sont des cultivateurs, ils ont des champs, ils ont des troupeaux. Ils voient ce qui se passe en ville à travers les télés. Et aussi ceux qui sont des villages qui étaient à l'école, qui sont revenus avec beaucoup de diplômes, sans boulot. Ils sont convaincus que l'école ne sert à rien. Il vaut mieux amener son enfant dans un champ, lui apprendre comment cultiver, comment élever. Il gagnera beaucoup plus lui-même dans un premier temps et plus tard l'enfant. Tout ça est lié aux conditions, à ce qu'ils voient. Vous ne pouvez pas leur dire autrement, même si nous tous, nous sommes convaincus que ce ne sont pas les bons choix. Parce que l'éducation que vous investissez, c'est les retours sur investissement, ça vous suit toute votre vie. Le petit job que vous faites, certains d'entre vous sont victimes aussi de ces coûts d'opportunité, même ici en France. Parce que beaucoup d'entre vous viennent ici sans bourse, sans rien. À la fin, ils décrochent, c'est très dur. Ils peuvent aller travailler chez McDonald's, gagner un SMIC, qui fait beaucoup d'argent chez eux, qu'ils vont retourner, penser que c'est bien, jusqu'à ce qu'ils rentrent dans la vraie vie. Ils vont se marier, il faut trouver un appartement, il faut payer ses impôts. Et ils verront que même avec un salaire de 2 000, 3 000 euros, c'est très difficile de vivre ici. Donc voilà ces problèmes qui sont liés à ce décrochage. Et puis après, il y a le déclin des systèmes éducatifs par rapport aux organisations internationales. Je suis totalement d'accord avec vous. Quand on remonte des ajustements structurels jusqu'à maintenant, la crise du système éducatif aujourd'hui africain est le résultat des ajustements structurels qui ont été imposés par Banque mondiale, FMI et certaines organisations. Mais ces gens-là, ou ces organisations, quand ils arrivent, ils ont des propositions liées à leur investissement parce qu'ils ont prêté de l'argent à la plupart de ces pays. S'il y a des problèmes pour payer des salaires ou des fonctionnaires, quand ils arrivent, ils font des propositions pour s'assurer que le pays ne va pas en défaut, ils vont payer. Ça va jusqu'à la dévaluation de vos monnaies qui sont d'actualité aujourd'hui. Mais les gouvernements ont le choix. Et la plupart de vos pays sont dirigés par des hommes très brillants qui connaissent ce qui se passe partout dans le monde, qui ont été là où vous avez été et qui sont retournés diriger leur pays. Donc s'ils arrivent à accepter des choses, peut-être au départ, n'ont pas les compétences de voir les conséquences et qu'ils voient au bout de, je sais pas, quelques temps, ils devraient pouvoir l'arrêter. Mais ce n'est pas le cas. Quand vous regardez la crise des enseignants, dans la plupart de vos pays, ceux qui sont en grève, ils sont en train de réclamer une rétroactivité de leur situation depuis des années. Parce qu'on les avait recrutés sur la base des ajustements structurels en leur disant que, OK, vous finissez l'école, on les appelle des contractuels, des vacataires, des volontaires. Tous les noms, vous les avez selon les pays d'Afrique, anglophones et francophones. Et la base, c'était pas de formation, pas de droit de grève. Vous partez avec 100 $, 60 000 dans certains pays. Et puis, il y a même certains pays qui ont été jusqu'à 30 $ de salaire. Voilà, pour ne pas citer de pays. Mais c'est juste pour vous dire qu'à un moment donné, nous savons les problèmes que nous avons créés. Nous connaissons les solutions. Donc, ça ne sert à rien de tourner. Vous savez que 30 $ ou 20 000 francs CFA, tous ceux qui sont dans cette zone, mais même vous le donnez à quelqu'un qui n'a pas été à l'école, il le prend en attendant d'avoir quelque chose. Il ne le prend pas pour aller faire le boulot. C'est impossible. Et ceux qui pensent que c'est possible ou qui vous forcent à le faire, demandez-leur de l'essayer. Et donc ça,
c'est ce type, cette race d'étudiants, je les appelle, ou d'enseignants, quand ils ont été dans le système, la première année, ça a marché très bien. Parce que c'était des étudiants des universités qui n'avaient pas de bourse, qui n'ont jamais touché plus de $100 de leur vie. Quand on leur a donné cet argent, ils ont été envoyés dans des villages où c'est même le chef de village qui leur donnait à manger. Ils arrivent en enseignant dans un village, vu comme le modèle, nourri, il a son salaire, pas d'électricité, pas rien du tout. Ils étaient très motivés. Et les premières évaluations avaient montré des résultats très bons. Et ce que les gouvernements ont fait, ils ont dit que c'était le bon modèle. Ils ont accéléré la tendance jusqu'à avoir plus de 50% des effectifs du corps sur ce type de fonction. Et ces gens-là, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, ils voient que dans le système, il y a d'autres individus qui y sont, moins brillants qu'eux, moins diplômés, qui sont payés presque 5-6 fois avec des avantages pour la retraite, contribution sociale, sécurité sociale et tout. Et ils se sont donné le droit de grève, ils ont bloqué le système, et c'est ce qui se passe jusqu'à maintenant. Maintenant, ils ont pris en otage les systèmes, les gouvernements sont obligés de signer des engagements qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront jamais faire. Mais pour débloquer la situation, ils signent. Ça les rattrape. Jusqu'à l'heure où nous parlons, beaucoup de pays, des enseignants, ça fait presque quelques mois, ils ne sont pas dans les salles de classe. Et ils ont raison. C'est les gouvernements qui avaient signé, l'heure est venue, ils ont donné 1 an, 2 ans, les gouvernements n'ont jamais réussi à satisfaire ce qu'ils avaient dit. Mais ce que les gens aujourd'hui ne se demandent pas, c'est où sont ceux qui avaient amené ces ajustements structurels. Parce que pour l'instant, eux, ils ne sont pas à la table de négociation. Ils les laissent entre les gouvernements et les personnes et les enfants. Et ces organisations internationales sont toujours là-bas. J'en fais partie, je travaille pour une organisation internationale, je travaille sur ça. Mais je ne travaille pas pour une organisation qui m'impose un dogme ou une philosophie de fonctionnement. J'agis dans des pays sur des politiques stratégiques, sur ma conviction personnelle qui est purement technique. Et quand on regarde ces mêmes organisations internationales, ils sont en train d'amener d'autres concepts aujourd'hui dans la plupart de ces pays. Les nouvelles technologies, un livre, un élève, beaucoup d'autres concepts. Ils ne sont même plus en train de regarder les conséquences des problèmes qu'ils ont créés. Mais la faute, elle est à qui? C'est évidemment à vos gouvernements, à vos pays. C'est des pays indépendants qui sont dirigés par les gens qui comprennent comment ça marche. Et puis à un moment donné, comme je le disais, il faut arrêter d'importer les concepts. Faites vos politiques sur la base des contextes de vos pays. Personne ne peut être plus expert que vous dans vos pays. Et ça ne marche pas. C'est-à-dire que quand on regarde la Finlande sur ses évaluations, pizza, tout ce que vous voulez, la Finlande, c'est presque la Mecque, Rome ou Jérusalem pour l'éducation. Les gens y vont. Ils copient, collent ce qui se passe là-bas dans leur système. Et ça ne marche pas. Les pays du Golfe sont hyper riches. Ils font exactement la même chose. Ça ne marche pas. Les pays d'Afrique, ils ont introduit aussi tous ces systèmes d'évaluation. Ils essaient de faire les mêmes choses. Ça ne marche pas. Les gens se demandent pourquoi. C'est très simple. Tout est culturel, traditionnel, contextuel. Vous regardez votre contexte, créez, vous avez le génie, regardez vos problèmes, concevez vos solutions et ça va marcher. Donc ces organisations internationales ne sont pas là pour de toute manière développer les pays. Même les pays qui vous aident à travers l'aide extérieure, vous n'avez jamais vu dans ce monde-là un pays qui a aidé un autre pays à se développer. Et dès que vous... Voilà, moi en fait, mon rôle n'est pas de mettre la pression, mais mon rôle c'est de garder, voilà, même pas réserve, je m'exprime comme ça partout, devant les assemblées nationales, devant les conseils économiques et sociaux des pays, devant les députés et devant les ministres. On me demande de faire un plan stratégique ou d'appuyer un pays sur un plan stratégique. Mon rôle, je le dis, même si on me le demande, ce n'est pas de concevoir des politiques pour les pays. Déjà, je ne suis pas nommé pour ça. Quand on nomme un ministre ou un directeur, il doit être capable de mettre une stratégie sur la table. S'il n'en est pas capable, c'est qu'il n'est pas à sa place. Maintenant, moi, techniquement, ce que je peux faire,
C'est quelle que soit votre stratégie, comment c'est planifié, est-ce que c'est faisable financièrement, est-ce que vous avez les capacités techniques, organisationnelles et institutionnelles de les mettre en œuvre. Si ce n'est pas le cas, je vous le dis, et je ne vais jamais changer un rapport parce que ça crée un impact dans le pays, politique ou quoi que ce soit. Maintenant, mon rôle se limite à ça. C'est comme les conseillers dans la plupart des gouvernements. On ne prend pas de position, on ne fait pas de la politique. Les convictions et les philosophies et les stratégies, on les laisse à ceux qui sont à cette place. Mais maintenant, ce qu'on peut dire très clairement, c'est son avis très objectif et laisser la décision aux décideurs. Mais en tout cas, ils sauront, s'ils font cette décision, s'ils la mettent en œuvre, voilà ce qui va se passer. Et ce scénario, voilà ce qui va se passer. Et la plupart d'entre eux, voilà, croyez-le ou pas, veulent du bien pour leur pays. Ils ont peut-être maintenant des pressions de mandat qui sont liées à vos institutions, la façon dont elles sont faites, qu'il faut réformer profondément si vous voulez que les choses changent. Parce que tant que les individus ont des pouvoirs qui dépassent le statut d'être humain, ça ne marchera pas. Regardez aux États-Unis, Donald Trump, s'il avait le pouvoir des présidents des pays africains, le monde serait coupé en deux depuis très longtemps. Mais ces décisions sont cassées par des juges d'État qu'on ne connaît même pas. Dans la plupart de vos pays, la décision présidentielle est sacrée. Ça passe. Et ça va de l'économie au judiciaire. Les sociétés qui sont vendues, les taxes qui sont exonérées, toutes les décisions sont presque laissées à une personne. Et on peut dire ce qu'on veut quand on n'est pas dans le système. Ce n'est pas des gars mauvais. Pensez pas que c'est des corrompus, c'est des gars... La plupart de vos pays viennent de familles très croyantes, que ce soit catholiques, musulmans, juifs, ce que vous voulez. On leur apprend à la base, il n'est pas bon de mentir, il n'est pas bon de voler. Tous. Ils y croient. Non, c'est même pas de l'égoïsme. Quand vous allez, vous, en tant que ministère de Finances, on vous laisse décider en face de FH ou de Orange une exonération d'impôts de plus de 500 milliards, où on vous propose de vous donner 500 millions, et ça fait réfléchir à n'importe quel individu à s'en parler. Non, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est très simple de dire là, mais quand vous avez une famille, vous êtes à des positions où vous êtes presque sur des chaises éjectables, votre lendemain n'est pas assuré, qu'on vous mette 500 millions sur la table, c'est des coûts d'opportunité. Certains le refusent. Vous le refusez, demain vous sautez, après demain vous n'avez même pas à manger à la maison. Donc voilà le problème qui se pose. Voilà. Oui, je vois. Ok. J'ai qui levait la main depuis très longtemps. Bonjour monsieur, enfin, je suis d'accord avec vous dans tout ce que vous avez dit, mais très vite on voit que la discussion sur l'éducation déborde sur une discussion politique même, pratiquement néocolonialiste, des choses comme ça. C'est ce que, c'est ce que j'entends. Personne, enfin, vous parlez d'entreprise, je vais vous dire déjà, personne n'oblige le Tchad à travailler avec Areva. C'est des conditions qui sont dominantes, c'est la réalité qui est comme ça. Mais ce que je voulais vous dire, ma question c'est, ça fait 60 ans que ces pays sont décolonisés et ça ne marche pas. Ne pensez-vous pas, on a un pays où le taux d'alphabétisation était aussi bas que le Mali en 1960 et aujourd'hui l'éducation dans ce pays elle est meilleure qu'aux États-Unis. Ce pays c'est la Chine. Okay, et la question c'est, ne pensez-vous pas que c'est le moment pour l'Afrique de s'orienter, de voir la Chine et ne plus voir toujours nord-sud et de penser la Chine différemment et ne pas la penser comme les autres veulent qu'on la pense. Merci. Voilà, je vais répondre très rapidement pour laisser la parole. Je suis d'accord avec vous parce que ça déborde tout de suite sur des... Voilà, mais je vais vous dire une chose, que ça soit... les exemples sont très nombreux, hein. Ce n'est pas que la Chine. Même en Afrique, vous pouvez trouver des exemples plus pertinents. Prenez le cas du Rwanda. Très rapidement, ils ont montré à tout le monde l'exemple qu'il fallait prendre. Sachant que ce n'est pas le meilleur exemple, parce que pour arriver à cela, ils ont tué presque des millions de personnes. Mais c'est juste pour dire que c'est pas le... Il y a la Corée, les dragons que vous avez là-bas, Singapour, Thaï, vous pouvez en citer plusieurs. Mais ce qui est très clair,
c'est que dans la plupart de vos pays, depuis 60 ans, les indépendances, comme vous l'avez cité, que ce soit Areva, que ce soit tout ce qui se passe là-bas, ce sont des choix de vos pays. Personne ne vous les impose. Et puis à un moment donné, il faut comprendre une chose. Si vous voulez être indépendant, vous devez pouvoir assurer l'intégrité de la défense de vos territoires, la libre circulation des biens et des services dans vos pays. Ce qui n'est pas le cas dans la plupart de ces pays. Prenez le cas du Mali. Quand les rebelles en même pas 2 jours prennent les 3/4 du pays, il a fallu que la France, des avions partent de Toulouse, même pas 1 heure, pour aller régler le problème et revenir. On peut se demander est-ce qu'on est un pays ou pas. Niger, vous l'avez cité, au Tchad. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'arc Zoé ou Noé, les ONG qui avaient capturé. On leur avait dit, venez, on les juge ici. Ils disent non. Le lendemain, le palais a presque été bombardé par des rebelles, on ne sait pas qui c'est. La semaine qui suit, les gens ont été transférés ici pour être jugés. Mais tout ça, comme on le dit, il faut à un moment donné arrêter de toute façon de dire on ne peut pas faire ça parce que les autres. Soit on est indépendant, on doit assurer ça. Prenez le cas d'Israël. Ils ne sont même pas 8 millions, c'est un petit pays à l'intérieur de presque un groupe de pays qui veulent les détruire si on les laisse. Mais ils sont capables d'assurer l'intégrité de leur territoire, leur renseignement et tout ce qu'il faut pour exister comme pays. Et la plupart de ces pays d'Afrique, c'est ça le problème. Et tant que ça n'est pas assuré, ce sera le nom de pays indépendant, mais ce ne sera pas indépendant. Et il ne faut pas jeter la faute sur les autres, parce que le monde, il est comme ça. La Chine dont on parle aujourd'hui, ils sont très malins. Ils ont un modèle qui est différent de l'autre modèle, mais à la fin, leur finalité, c'est le même. C'est la même chose, c'est économique, quel que soit le modèle qui est différent. Et tous ces pays, c'est le cas. Je pense qu'il faut repenser vos modèles à l'intérieur de vos pays, avec les contextes qu'il y a, et surtout la base, c'est presque l'objectif de cette conférence, c'est l'éducation. Quand les gens sont éduqués avec les opportunités, des gouvernements qui définissent un cadre qui permettent à tout le monde d'évoluer en toute sécurité et qui donnent des opportunités à ces jeunes, il y a tout ce qu'il faut en Afrique pour être même dépasser la Chine. Allez au Rwanda, vous prenez l'exemple du Rwanda, en très peu de temps, que ce soit l'éducation, l'économie, la gouvernance, jusqu'à la propreté, Kigali est plus propre que Paris. Personne ne va le croire. Dans l'administration, ils sont plus efficaces, ce qui se passe ici. Mais c'est tolérance zéro. Corruption sur les règles. Il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de grève. On avance, on suit. Voilà, justement, bon, ce ne sera pas un droit de réponse, c'est juste pour apporter quelques clarifications à mon collègue. Donc, je pense que sur la taxation des télécoms, il faut qu'on soit clair sur une chose. Quand je parle de taxes, je parle de la pression qu'exercent les gouvernements sur les revenus de n'importe quel agent économique. Mais que ce soit les banques là-bas et le secteur des télécommunications, et je parle sur les éléments de fait, c'est mon travail. C'est-à-dire que la plupart des taxes qui sont imposées, surtout ces prélèvements affectés, qui ne sont même pas des taxes, c'est-à-dire que quand on vous dit par exemple chaque appel va financer 1% de chaque appel sera reconduite pour l'éducation, pour autre chose. Ce que ces entreprises font, surtout les télécommunications, ils le poussent aux consommateurs. C'est-à-dire que tout est sur le prix que vous payez. C'est-à-dire que si on leur dit 1%, par exemple, de l'appel sera payé, si le coût de l'appel était de 1, ils le mettent 1,1% que le consommateur paye. Ce n'est pas des impôts. Et ce que je vous dis, comparez le forfait ici de n'importe quel opérateur, de 15 €, vous avez illimité appel sur tous les opérateurs, illimité en Internet, avec la télévision, ce que vous voulez, le même montant de 15 € à peu près dans tous les pays presque d'Afrique en moyenne, ce même montant est le prix d'une semaine de 20 heures valable, que vous le consommez ou pas, ils le remettent, 2,5 gigas d'Internet et uniquement limité aux appels du même opérateur. Donc là, on est très clair. Maintenant, quand on va sur les documents de budget, comme vous l'avez si bien dit, les montants qu'ils donnent sont élevés, mais c'est simplement, comme vous l'avez bien précisé, lié à leur part de marché. Quand vous allez dans des pays où ils ont presque l'équivalent de 25% des produits intérieurs bruts des pays en chiffre d'affaires, évidemment, si vous leur taxez 1%, ils donnent plus d'argent que n'importe quelle société qui... Donc ça, on est clair sur ça. Maintenant, ça dépend des pays. Quand vous êtes en Afrique du Sud, les gouvernements ont les moyens de contrôler techniquement ce que toutes ces entreprises de télécommunications font d'ici. Mais la plupart des autres pays,
ne peuvent pas le contrôler. Ce qui fait que même les taxes qui sont liées aux appels, ils échappent au contrôle des régulateurs de communication de la plupart de ces pays, ou des cas avérés sur des travaux que nous avons faits, ont montré des pays, je ne vais pas les citer ici, où des entreprises faisaient de la fraude sur ces moyens techniques que les gouvernements ne pouvaient pas déceler. Maintenant, l'autre chose, c'est le secteur informel. Le secteur informel n'est pas taxé. En Afrique, déjà, il est même pas, on ne sait pas c'est qui. Même les produits intérieurs bruts, ça c'est des discussions que j'ai souvent avec mes collègues des bureaux nationaux de statistiques, même les produits intérieurs bruts des pays qui sont estimés sont très loin de la réalité. Aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique, les taux de croissance réels dépassent très largement ce qui est estimé. Parce que quand un cultivateur dans son champ a un champ de mangue qu'il vend sur le bord de la route, qui n'est capté nulle part, il crée de la richesse qui fait partie du produit intérieur brut, qui n'est capté nulle part, qui n'est pas captable en réalité. La maman qui est dans le quartier, qui crée ses cacahuètes, qui fait de l'économie, qui garde l'argent à la maison, qui le redépense, il n'est capté nulle part dans le système. La valeur foncière aussi. Exactement. Et beaucoup d'autres trucs qu'on pourrait citer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la richesse qui est créée en Afrique, les taux de croissance aujourd'hui qui sont affichés sont largement inférieurs à ce qui se passe réellement. Et quand la crise viendra, ce sera beaucoup plus dur que ce qui se passe. Donc sur la taxe, c'est vrai, la plupart de ces pays, ils ont copié-collé les politiques fiscales de ces pays. Ce sont les mêmes niveaux de taux de taxation. Sauf que le taux de recouvrement est très faible. Comme monsieur le disait, vous allez voir la plupart des immeubles, des terres que vous avez dans la plupart de vos pays, ils ne payent pas de taxes. Ils vous font payer tout ça quand vous décidez de vendre la terre. Les impôts vont vous faire payer quelque chose que vous aurez dû payer tous les mois, comme ça se paye ici, comme la taxe foncière, comme beaucoup d'autres choses. Ce qui fait que quoi qu'il arrive, les problèmes de fiscalité existent là-bas et sont liés à l'efficience des administrations fiscales. Maintenant, pour les télécoms, je comprends très bien, c'est des sources de revenus dans la plupart de ces pays, mais qui sont très inférieures à ce qu'ils devraient payer. Et c'est des sources de revenus parce que c'est des marchés très jeunes. La plupart, c'est presque des milliards de personnes. Ils ont tous des téléphones portables jusqu'au village. Chacun a une puce. Vous évaluez, c'est beaucoup d'argent. Ça porte les économies. Mais ils ne payent pas ce qu'ils devraient payer. Ça, c'est très clair. Ils interviennent beaucoup à travers leurs fondations, les responsabilités économiques, sociales et tout, les télécoms, et ils les comptabilisent éventuellement sur ces documents. Mais je peux vous dire que ça ne va pas directement dans les stratégies de développement des gouvernements. Et c'est pour ça que la plupart de vos pays sont déficitaires. Ils font recours à de l'aide extérieure à travers des partenaires multilatéraux ou bilatéraux sous forme de prêts, de subventions concessionnelles. Et ils n'arrivent pas à payer les salaires de leur pays pendant que ces mêmes entreprises sont à des niveaux, quoi qu'il arrive, ils ne devraient même pas être au même niveau de taux qu'en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend un pays qui n'arrive pas à financer ses services, ses politiques sociales, les taux de taxation devraient aller jusqu'au niveau où on devrait pouvoir satisfaire ce service public. Bon, ça c'est ma position personnelle maintenant. On va aller sur le... Écoutez, désolé, on va clore, je suis désolé. On va remercier, je vais ajouter à vous remercier tous les trois. Je demande que l'assistance applaudisse les intervenants, s'il vous plaît. Et puis naturellement, c'est avec beaucoup d'émotion que je close ce colloque. Puisque justement je vais laisser la place à mon cher ami Hamid Barkay Barkay, qui va clore officiellement ce colloque organisé avec tant de labeur et de sueur. Merci à tous.